Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Aujourd'hui, je vous propose une balade tous azimuts au cœur de beaux savoir-faire et à la découverte de quelques jolies nouveautés sommaires. La consécration de 3 vigneronnes sans vergogne. Une exposition sans frontières entre art et artisanat. Une collection à l'élégance hyper émotive. Un couple qui a la terre à portée de main. Direction la Suisse, Vevey plus précisément sur le splendide lac Léman. C'est là, à l'hôtel des Trois Couronnes, que 3 femmes ont donné leur vision du vin, élégante évidemment. C'est un sacre totalement à part qui a eu lieu à 3/4 d'heure de l'aéroport international de Genève, dans l'hôtel des Trois Couronnes à Vevey. Les vigneronnes que l'on couronne ce soir sont Carole Bouquet, Sophie Laronze et Véronique Sanders. Et oui, en 2013, les reines de la soirée sont aussi des chefs d'entreprise chevronnés et dont l'excellence de la production viticole est reconnue et admirée. Un repas a été imaginé autour de ces 3 vins, l'un de Bourgogne, l'autre de Bordeaux et enfin le vin italien de notre James Bond girl. 3 drôles de dames qui font tourner la tête au monde du vin et dans le rôle de Charlie. On a pensé 3 couronnes, 3 femmes, mais qu'une seule passion un petit peu. Une fois qu'on a eu le feu vert de toutes ces dames, on a composé le menu, puis on a dégusté les vins. Après, on a choisi les plats qui pouvaient le mieux s'accorder avec les vins. Et puis de là est lancée l'idée les femmes vigneronnes aux 3 couronnes. Une à une, elles présentent leur vin et c'est Sophie Laronze qui commence. Vous êtes sur un Chassagne-Montrachet, donc millésime 2011. Donc c'est un vin qui est encore très jeune, qui a été mis en bouteille au mois de janvier cette année et qui a été élevé en fût pendant 12 mois. Quand elle parle de sa passion, c'est toujours avec les mains. Un Chassagne-Montrachet, typiquement, vous pouvez le déguster sur un poisson, les crustacés bien sûr. C'est un vin qui a aussi de la matière. On est quand même sur des beaux terroirs pour le chardonnay. Et donc c'est un vin qui supportera également une viande blanche par exemple. Attention, ce vin n'est pas pour autant destiné aux oies blanches. Moi j'aime un vin élégant et digeste. C'est-à-dire que vous ouvrez une bouteille, il faut pouvoir la finir. Ça ne doit pas être écœurant, ça ne doit pas être trop lourd. Et typiquement, un vin digeste accompagne merveilleusement la gastronomie. Finissons sur cette note de bon sens et passons au deuxième plat de cette soirée, le canard rôti accompagné par le vin du domaine Aubailly, dont Véronique Sanders est la directrice générale. On aura amené notre Laparde de Aubailly, qui est notre deuxième étiquette, 2005, notre Aubailly, Château Aubailly 2008, qui est un des plus beaux millésimes qu'on ait jamais fait, et le 2012, qui est un bébé, qui est un échantillon primeur, mais qui fait l'actualité du moment, puisque c'est le millésime qu'on met en vente actuellement. Aubailly est connu pour des caractéristiques de féminité, d'élégance, de charme. Et Aubailly a toujours des tanins extrêmement soyeux. On m'a même parlé aujourd'hui d'un côté très crémeux, très doux. Donc c'est à la fois de la puissance, mais à la fois une certaine pureté et toujours une grande élégance. Le domaine Aubailly est un premier cru classé en Bordelais. Il comprend 30 hectares et produit 170 000 bouteilles par an. C'est elles qui nous ont proposé les vins. Et après, on a composé, parce qu'on voulait choisir peut-être un peu les millésimes. En Bourgogne, c'est assez facile, que le vin de l'année, c'est ce qui se vend aujourd'hui. Après, à Château Aubailly, on a voulu montrer une image d'un Château Aubailly de ce qu'on fait aujourd'hui. Et aussi, pour remonter à travers les âges, on a sélectionné 1989. Ça, c'était le vin un peu historique de la soirée. Une soirée composée donc à plusieurs mains et qui résonne joyeusement dans cette salle à l'atmosphère très belle époque. Et pour le dessert, un vin dont vous saurez apprécier le bouquet. C'est la terre qui m'a amenée au vin. Je n'ai pas décidé de faire du vin. Je suis tombée amoureuse d'une terre, fascinée par un bout de terre. Et sur cette terre, il y a des oliviers, des capriers et des vignes. J'ai fini par construire mon chai, ce qui n'était pas prévu du tout, mais parce que je suis allée à un moment donné vinifier chez quelqu'un et puis on m'a donné, il fallait que je sois heureuse avec ce qu'on me donnait. J'ai dit bah non, je n'aime pas ce qu'on me donne.
Et là, on m'a dit mêle-toi de ce qui te regarde, enfin, tu sais pas, tu sais. Et j'ai dit oui, c'est vrai, je sais pas, mais je vais apprendre. Et quand tu as mêlé de ce qui me regarde, ça me regarde, c'est ma terre, c'est chez moi, c'est pire. Un film, au fond, je peux dire, c'est la faute du metteur en scène, je peux blâmer, c'est très facile. Un produit de ma terre, à partir du moment où il y a mon nom, je peux qu'une chose, et en tous les cas, essayer d'être fière de ce qu'il y a dans cette bouteille. L'actrice a reçu en 2011 les insignes de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres pour sa double activité au service de la culture et de la gastronomie. Aujourd'hui, c'est un vin qui est grandissime, d'une belle complexité. La couleur est dorée, c'est magnifique. C'est sucré, mais en même temps, il y a beaucoup d'acidité. C'est assez frais, c'est velours dans la bouche. Ça vient vous caresser un petit peu comme ça. C'est extraordinaire. Une volupté audacieuse que la viticultrice prolonge de ses accents dionysiaques. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est très clair, c'est l'ivresse. Alors, qu'elle soit légère, douce, et la terre qui va avec, c'est-à-dire cette ivresse qui vient de la terre. Un quart des exploitations viticoles françaises est désormais entre les mains de femmes. Féminité et vin semblent faire bon ménage. Elle apporte, je dirais, toujours un ressenti qui est, je pense, plus important que la jante masculine, on va dire. Ne dit-on pas d'un vin qu'il a une belle robe ? On fait toujours les vins qu'on aime boire. Donc il est vrai que la part que j'apporte à Aubailly est certainement un certain style, mais ce style, je l'ai aussi hérité de mon grand-père, puisque le style n'a jamais changé. On a peut-être gagné en précision, en densité, en pureté, mais c'est ce que j'essaye d'amener et évidemment de faire partager. Et le bouquet final ? Quand je fais un peu avec eux, non seulement je suis bien, je suis libre, je suis bien, je suis... voilà. Et puis mon caractère a fait que je retourne en ville et que je retourne faire tourner des ballons sur mon nez, comme on dit, et j'aime ça. On est toujours à la recherche de soirées innovantes. Maintenant, on aimerait bien faire venir Paolo Basso, qui vient d'être élu meilleur sommelier du monde. Et c'est un Suisse, il travaille dans le Tessin, mais il fait aussi du commerce de vin. Donc peut-être on va pouvoir faire quelque chose avec lui. La passion du vin unit les mondes, les genres, car quand le vin est bon, il y a de bonnes vibrations. Je ne veux pas être partiale, mais avouez que quand même, les femmes ont quelque chose de plus fin. Direction la Tunisie à la découverte d'un artisanat tunisien boosté par la French Touch de Philippe Xéry. Vous allez voir, c'est totalement différent. C'est à Dar el Kamila, en Tunisie, dans les jardins de la résidence de France, joyau de l'architecture bellicale, que le Français Philippe Xéry expose avec deux autres créateurs tunisiens entre tradition et modernité. Une garden party atypique mise en scène par trois créateurs pour lesquels l'artisanat est un partenariat primordial. Ces métiers aux gestes inchangés sont célébrés par cette exposition qui montre que la répétition n'exclut pas l'innovation. C'est sur l'initiative de Madame Halima Gouyette, épouse de l'ambassadeur de France en Tunisie, que cet hommage aux arts décoratifs a été imaginé. Un patrimoine exalté par le style ethnico-chic de ces trois créateurs et mis en scène avec une sobriété savamment orchestrée. L'artiste Mohamed Messaoudi a créé un atelier de recherche et de création artisanale dans lequel il fait coexister tous les corps de métier. Collectionneur fou de pièces du patrimoine tunisien, il lui rend hommage en y puisant son énergie créatrice. Tressés, noués et tirés, les fils tissent les liens entre les hommes et les époques. Il allégorise parfaitement le proverbe « l'union fait la force ». Ces savoir-faire ancestraux sont fondés sur la transmission et Mohamed Messaoudi lutte pour que l'intelligence de la main ne disparaisse pas. Le produit de la vente des objets créés spécialement pour l'exposition sera reversé aux associations impliquées dans le domaine de l'artisanat. Ces arts éternels sont une richesse d'expression intarissable.
Avec sa marque d'objets et de meubles décoratifs, Rock the Casbah, Philippe Zéry allie sa vision rock et chic à la tradition de son pays d'accueil. Installé à Tunis depuis 2001, il est français de nationalité et tunisien de cœur. Son univers déco-décalé puise son inspiration chez les designers des années 20, 50 et 70 en collision avec l'artisanat tunisien. Ce petit choc de civilisation qu'il organise dans ses créations est fascinant. Son best-seller, un fauteuil style années 50 intitulé Tabarka, ainsi que son repose-pied en kilim vintage sont devenus les icônes de ses collections. Un style glam rock qui puise son énergie dans les matières et les savoir-faire millénaires. Il faut quand même un imaginaire assez développé pour transformer ce morceau de bois en objet de décoration stylé et la lumière fut. Si on ne parvient pas à trouver chaussure à son pied, on peut toujours se regarder langoureusement dans la glace. Dans ses ateliers sans âge, Mohamed Messaoudi se sent comme un poisson dans l'eau. La symbolique du poisson a perduré de manière incroyable à travers l'histoire de la Tunisie depuis l'époque de la Carthage phénicienne. Le poisson est en fait un code secret. Il représente la chance et l'abondance. Le poisson soit avec toi, a-t-on d'ailleurs coutume de dire pour porter chance à quelqu'un. Sadika Keskes, la troisième créatrice de cette exposition, a redonné un second souffle au travail du verre soufflé dont la pratique était perdue en Tunisie depuis le XIVe siècle. Elle est une des premières femmes à avoir été formée par les plus grands maîtres verriers à Murano. Elle a créé un espace d'apprentissage où elle transmet l'amour de son métier à des générations d'apprentis. Elle enseigne un savoir-faire à vous couper le souffle et les souffleurs de verre jouent avec le feu pour créer des pièces uniques. Tout ce savoir-faire, ne l'oublions pas, existe pour sublimer le savoir-vivre et c'est donc naturellement autour d'un repas que les trois créateurs se retrouvent. Nous laissons à Gustave Flaubert le soin de conclure. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Almicar. Hello Fashionistas, aujourd'hui la mode c'est Carven par Guillaume Henry, une femme décomplexée, un homme BCBG assez parisien, ça promet défiler. C'était un secret de Polichinelle, mais maintenant c'est officiel, Carven est LA marque que les stars du grand monde veulent garder confidentielle. Son designer est le nouveau hit boy des Fashionistas. Pour cette collection, on a été inspiré par les films des années 80, l'ambiance Benex, l'ambiance Besson, des héroïnes interprétées par Isabella Gianni, Béatrice Dalle, Pauline Lafont dans L'été en pente douce. Des filles extrêmement attirantes, mais assez vulnérables. Un peu... J'aime pas trop l'expression femme-enfant, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais essayer de basculer le sexy vers quelque chose d'assez touchant. La majorité des tissus d'ailleurs sont des exclusifs qu'on a travaillé avec des fabricants. Un style très cocorico dont le label Made in France est loin d'être boycotté. Carven, c'est pas une marque bon marché quand même, mais c'est une marque qu'on peut s'offrir. Et c'est important pour moi que ce soit pas que de la poudre aux yeux. J'aime bien l'idée que ce qu'on voit et qu'on désire, on puisse se l'offrir. Des héroïnes triviales se succèdent avec une élégance simplissime. Une femme ni guindée ni excessive se dessine sur le podium du Grand Palais. Un ordinaire plein de faste apparaît avec l'imaginaire du créateur, un grand écart réjouissant entre une mode hyper branchée et une fraîcheur pas intimidante. Oh, je suis furax, moi. Je suis furax. Ben oui, parce que là, tout le monde va voir ce que je vais porter l'hiver prochain. Pour être discret, c'est pas discret. Hein, là, vraiment, vous avez vu tout le monde qui avait.
Dans le temps, je venais chez Carven à 7h du mat', il n'y avait personne. Et là, voilà, toute ma garde-robe va être photographiée dans tous les journaux, dans tous les blogs. Bon, blague dans le coin. Je veux dire par là que c'est très métable, Carven, toujours. Ça peut s'adapter à la vie réelle. Et que c'est sophistiqué, mais cool en même temps, décontracté. Et puis, que c'est pour toutes sortes de femmes, pas forcément des grandes d'ailleurs. Et puis, alors il y a un truc que personne ne va vous dire, mais moi je vais vous le dire, c'est moins cher que les autres. Depuis 4 ans, Guillaume Henry magnifie la renaissance de Carven et a perché en haut cette marque à l'aura populaire. Une collection qui ne doit rien au fantasme, mais dont l'hyper-réalité est touchante à l'extrême. Le jeune créateur, né en 1978, est arrivé chez Carven en 2009. En 2011, il crée le département de la mode masculine. L'ambition de Guillaume Henry, c'est de dégager chez l'homme une certaine émotion. Son petit frère, son grand frère, son cousin, son ami, c'est pas nécessairement son mari ou son fiancé, parce que souvent dans la mode on a tendance à faire des couples, et nous on envisage plutôt un portrait de famille. Et en fait c'est plutôt des gens qui pourraient être des amis dans la vie. L'homme et la femme Carven, c'est 2 personnes qui pourraient, en tout cas qui s'entendent, qui partagent les mêmes valeurs. BCBG, premier de la classe, plus intimidé qu'intimidant, hypersensible, bref, l'homme Carven est un cousin très éloigné de l'homme des cavernes. On nous a souvent dit par le passé que Carven homme c'était frais, voire jeune. Et je me suis dit, tant qu'à faire du jeune, qu'est-ce que c'est qu'un premier jour de travail pour quelqu'un qui rentre dans la vie active sans vouloir tomber dans le costume un peu sévère, gris, structuré. L'imagination hyper contextualisée de Guillaume Henry dessine plus une émotion qu'une forme. Les tenues dégagent une sensibilité plutôt qu'une esthétique. Des vestes un peu plus courtes, les pantalons un peu plus courts, mais qui ont été inspirés par les costumes de ski dans les années 40-50. Parce qu'on s'est dit que pour un premier jour de travail, l'homme Carven, il va au travail comme pour une expédition, un matin d'hiver. Et il prend les transports en commun, il prend le RER, il s'imagine que le sommet de la tour à la Défense, c'est le sommet d'une montagne. Alors il met des lunettes glaciers, des pulls montagnards, il y a tout ce genre de mélange. Un homme-enfant qui a grandi trop vite et dont les costumes laissent apparaître une juvénilité sage mais vigoureuse. Une virilité un peu gauche qui donne la place à l'émoi et au trouble. Les bureaux de la maison Carven au style 40-50 sont le décor d'un défilé réaliste dont la quotidienneté n'exclut pas l'élégance. Les jeux de longueur font basculer la collection dans le décalé. De la fourrure de couleur, mais voilà, c'est ça, comme une touche fantaisie, luxe, mais fantaisie. L'ère des créateurs superstars élevés sous cloche est révolue. C'est dans l'air du temps. Après le président normal, c'est le couturier normal qui vous salue. Je vous présente Pharaon, le chat mascotte du Bristol. Vous le savez, j'aime, que dis-je, j'adore les artisans. Ces petites mains modestes qui font des choses grandioses et qui ont un talent modeste, eux. Sur le conseil de Pierre Jovanovic, le décorateur parisien, nous sommes allés rendre visite à monsieur et madame Guillion, là-bas, dans le sud. Le luxe n'a pas d'âge, il est inscrit dans les pratiques et les traditions les plus anciennes, fruit d'une rare alchimie entre les belles matières, la pensée et l'amour. Même le visiteur à l'humeur chafouine ne pourra rester insensible à cet atelier de poterie appelé Célestine. C'est le décorateur Pierre Jovanovic qui nous a fait partager son amour du travail bien fait en nous conduisant chez Magali et René Giglione. Il sublime l'art de la terre cuite. Bonjour Magali. Bonjour René. Comment allez-vous? Alors ça c'est nouveau, ça vous venez de le faire? Oui, tout ça, c'est magnifique, la nature nous inspire. Hein. Voilà. C'est génial. À chaque fois vous prenez quoi? L'empreinte d'une feuille du jardin? Oui, tout à fait. Donc chaque feuille est différente? Chaque feuille est différente. Incroyable. Quand les arbres nous inspirent, on leur supprime 1 ou 2 feuilles et on moule dessus. Et le merveilleux peut apparaître loin des feux de la rampe sous les mains de personnes d'une certaine trempe.
Je suis tombée dedans parce que j'ai été élevée là-dedans. Mon papa était potier et j'aimais beaucoup cette ambiance. Et j'étais une grosse feignante. Alors, n'ayant pas réussi de devenir archéologue, eh bien, je suis restée dans la poterie. C'est aussi une façon de faire de l'archéologie puisque j'aime beaucoup les pièces anciennes et donc j'essaye de retravailler comme les anciens faisaient, quoi. Et le plus ancien des potiers, c'est Dieu, puisqu'il modela l'homme avec de la glaise. Magali est bien modeste, son inspiration est donc céleste. Et ça nous vient comme ça. En fait, c'est assez inexplicable, hein. C'est déjà les couleurs, le mélange des couleurs, et on laisse parler la terre, en fait. Il suffit d'être à l'écoute, et la terre promise n'est pas loin. C'est la matière qui va gouverner, qui va faire ce qu'elle veut faire. Mais nous essayons de ne pratiquement pas intervenir. Nous nous laissons porter. Dans ce jeu d'amour et de hasard, Magali et René se voient comme des passeurs entre ciel et terre. Toutes ces jolies couleurs naturelles, eh bien, tout ça vient de la terre. Tout ça, plus ou moins, vient de Provence, hein, donc du Luberon, de Vérapte. Après, on travaille avec tous ces oxydes aussi, et c'est ça qui va donner, suivant des verts foncés, des verts clairs. Ça, c'est un brun foncé. L'oxyde de fer va donner un ocre rouge ou un peu ocre jaune. Et ensuite, eh bien, le manganèse va donner un joli beige, un joli gris. Pour changer donc la couleur et faire des nuances différentes, on va prendre donc des barbotines, c'est-à-dire de la terre avec de l'eau, et on va masquer la couleur originelle de la pièce qu'on a fabriquée si on a envie d'avoir d'autres tons. Donc on dit qu'on fait une engobe. Les créations sobres et authentiques de Magali et René dialoguent magnifiquement avec les éléments. Le travail du mêlé est très particulier. Il faut vraiment, ce sont des millefeuilles que l'on doit faire. Mais il y a millefeuilles et millefeuilles. Donc ce sont la façon dont on va les disposer, dont on va les faire, qui vont déterminer le mêlé. Il y a que la page blanche inspire plutôt qu'elle angoisse. C'est un travail contemplatif. Voilà. Comme nous contemplons le soir un ciel qui va être jaspé, vous voyez, comme nous contemplons des arbres avec les différentes couleurs qu'ils peuvent exprimer, ou un ciel particulier, en fait, tout se fait dans ce sens chez nous. Une pratique très terre-à-terre pour des créations si proches du ciel. Le four, ce sont des plaques réfractaires avec des colonnes réfractaires qui sont capables de monter jusqu'à 1300 degrés, voire plus. Et ainsi, on va faire des étages comme dans un appartement et on va moduler en fonction de la hauteur des pièces. Et quand on met le couvert, on crée un monde avec le soleil, les arbres et le ciel. Lorsque nous avons décidé avec Magali de reprendre ces poteries traditionnelles vernissées, tout le monde nous a dit « mais non, mais ça ne marche pas, mais il ne faut plus faire ça, plus personne n'en veut et tout ». Et nous avons décidé en fait de... Ça, on a ce côté assez... Je ne sais pas si c'est de l'héroïsme ou de la bêtise, mais nous avons dit « tant pis, si nous sommes les derniers, c'est un baroud d'honneur, mais on va le faire ». Et c'est peut-être ce qui explique que ça plaît peut-être autant, c'est qu'on le fait avec beaucoup d'amour. L'amour rend aveugle, mais fait aussi traverser des montagnes. Eh bien, Mascotte prend goût à l'antenne aussi. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'Hôtel Bristol de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe à Nec Plus Ultra est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. Il y a cette coupe chez Courrèges reconnaissable entre mille qui fait que cette maison, au fil des rachats successifs, reste intemporelle. On a effectivement racheté la marque avec un enjeu, un objectif qui était évidemment de la réveiller au sens où ce que Coqueline avait fait, c'est qu'elle avait fermé progressivement pour la garder pure, pour la préserver. Et nous, notre objectif, c'était de réouvrir les volets de la maison, faire attention que le soleil ne brûle pas les tapisseries. Et donc l'objectif a été
vraiment de retravailler toute la supply chain. Parallèlement à ça, de redémarrer, de relancer les parfums. Là, on s'apprête à lancer l'eyewear, les accessoires. Donc, de petit à petit, redéfinir, reposer l'alphabet de Courrèges avant de commencer à faire de longues phrases et de partir vers la suite de Courrèges des 20 prochaines années. La mini-jupe, une main au-dessus du genou, des lignes géométriques, les robes trapèzes et le blanc Courrèges aussi célèbres que le bleu Klein.